Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pays? Moi, ça m'inquiète. Je vis ici, j'ai un fils, une fille. Posons la question clairement. Est-ce que le Japon veut repartir en guerre? Parce que si c'est le cas, je n'ai pas envie que mes enfants subissent le sort de nos parents. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans un régime militaire. Aujourd'hui, au Japon, on glorifie la guerre. Je suis vraiment inquiète pour l'avenir de ce pays. Juste à côté du Japon, il y a deux dictatures communistes, avec un parti unique. Ces deux pays, la Chine et la Corée du Nord, possèdent des armes nucléaires, et leurs missiles sont pointés vers le Japon. Alors le Japon est aujourd'hui dans une situation dangereuse. Depuis quelques années, le Japon est en train de glisser vers la droite, vers un nouveau sentiment nationaliste. Mais bon, pas tous les Japonais. La plupart ont toujours du bon sens et on espère pouvoir inverser le mouvement. Même si nous sommes très inquiets, c'est vrai, par cette petite minorité. Nos députés sont des fainéants. Ils ne font rien contre les ennemis du Japon, comme la Corée du Nord. La gare du quartier de Shinjuku à Tokyo, la plus grande du monde. Tous les dimanches, des camionnettes noires viennent y hurler un discours nationaliste. On n'est pas prêt face à nos ennemis, et je dis clairement leur nom, la Chine et la Corée du Nord. Il faut 8 minutes pour qu'on soit touché par leurs missiles. On n'est pas capable de réagir avant qu'il y ait des morts sur le sol japonais. On les appelle les Uyoku. Il existe au Japon 1 millier de ces groupuscules d'extrême droite. Ils peuvent s'exprimer publiquement, ils envahissent les rues de toutes les grandes villes le week-end, généralement dans l'indifférence totale des passants. Les dépenses militaires de la Chine augmentent 2 ou 3 fois plus vite que les chiffres officiels. Il faut réagir. Je déteste ce genre de mouvement d'extrême droite. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on reparte en guerre. Je ne comprends pas qu'on puisse penser comme ça. Mais il y a plein de gens comme ça dans l'extrême droite. Si on ne fait rien, ça sera l'extinction de la race japonaise. Chacun d'entre nous doit réfléchir à cela. Quand vous rentrez à la maison, parlez-en entre vous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis très inquiet. C'est important que les gens puissent exprimer leurs idées, même si cela font quand même un peu peur. Ces groupes sont les héritiers de l'extrême droite des années 30, celle qui défendait l'idée d'un grand Japon qui dominerait l'Asie. Leur discours est resté le même, un mélange de révisionnisme et de nationalisme qui semble extrême à des oreilles occidentales, mais qui s'intègre sans heurts au bruit de fond de la politique japonaise. Les Japonais ne s'expriment pas, ils sont gênés, ils ne veulent pas faire de vagues. Après la guerre, notre pays est devenu timide. Il faut avoir le courage de dire clairement les choses, et il faut que ce pays retrouve sa fierté. On n'est pas un peuple comme les autres. Le peuple japonais a en effet une histoire particulière. Allié de l'Italie et de l'Allemagne nazie, le Japon se lance au début du siècle dans une immense expansion militaire sous la férule de l'empereur Hirohito. Toute l'Asie sera bientôt dominée par l'Empire du Soleil Levant. Dans ses conquêtes, le Japon commet de nombreuses exactions. Massacre de centaines de milliers de Chinois dans la ville de Nankin. Travail forcé, voire esclavage pour la colonie coréenne. Expérience médicale sur des cobayes humains pour la sinistre unité 731 en Mandchourie. Mais lorsque le Japon capitule, finalement vaincu par la bombe américaine, ces crimes sont vite effacés de la mémoire collective. Le procès de Tokyo n'est qu'une pâle copie de Nuremberg. Les États-Unis
ont besoin de l'archipel comme bouclier contre le communisme qui gagne la Chine. L'empereur Hirohito sera laissé sur son trône jusqu'en 1989. Seuls 14 ministres et généraux sont condamnés à mort. Les âmes de ces criminels de guerre reposent désormais ici, dans ce temple du centre de Tokyo. Dans le temple Yasukuni, on vénère la religion Shinto, le culte impérial japonais. Pendant la guerre, les groupes de kamikazes venaient ici écouter le vent divin avant leur mission suicide. Et aujourd'hui, on y honore la mémoire des millions de soldats morts pour la patrie, dont les 14 criminels de guerre condamnés en 1945. Je viens ici une fois par semaine. Mon grand-oncle est mort pendant la guerre. J'ai mon opinion là-dessus. Je viens souvent ici pour me recueillir au temple. Je suis passé un peu par hasard dans le coin, alors j'en ai profité pour venir au temple, pour remercier tous ceux qui se sont battus pour le Japon. Ces dernières années, le Yasukuni est devenu le symbole du néo-nationalisme japonais, le lieu de rencontre de toutes les idées extrêmes du pays. À l'entrée du temple, cet innocent joueur de shamisen, par exemple, porte un t-shirt qui affirme sans équivoque la supériorité de la race japonaise. Un t-shirt que l'on retrouve en vente quelques mètres plus loin. Qu'est-ce qui est marqué là sur celui-là, c'est quoi? Le drapeau japonais et le drapeau de la marine. En fait, le texte réaffirme un vieux mythe de l'identité nippone, l'appartenance à la race Yamato. Yamato, c'est le nom de la première dynastie japonaise et de la ville où commence le peuplement de l'archipel. La légende affirme la pureté de cette colonie originelle et donc de la race japonaise. Au Yasukuni, on vient prier pour le retour du grand Japon impérial. Et d'année en année, les responsables politiques sont de plus en plus nombreux à venir ici légitimer une idéologie devenue pourtant taboue après la Seconde Guerre mondiale. Junichiro Koizumi, Premier ministre pendant 5 ans, a fait 5 fois le pèlerinage. Shinzo Abe, son successeur, a lui aussi visité le temple. Son propre grand-père avait été classé criminel de guerre par l'occupant américain. Ils sont peu nombreux à oser s'opposer à cette nouvelle idéologie nationale. Monsieur Kaneko, lui, a connu la dernière guerre. Jeune soldat, il se souvient de l'ambiance des années de folie militaire. Et il participe aujourd'hui à un groupe d'anciens combattants qui dénoncent les dérives du néonationalisme. L'Allemagne a enterré son passé, mais le Japon n'arrive pas à le faire, même après toutes ces années. Le Premier ministre, Junichiro Koizumi, il a décidé de visiter chaque année Yasukuni. Vous le savez, dans ce temple, il y a les âmes des criminels de guerre. Eh bien, il vient les saluer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le chancelier allemand va se recueillir sur la tombe d'Hitler? En France, pour l'anniversaire de l'armistice, le président rend hommage aux résistants, mais pas aux collaborateurs, non? C'est la grande différence entre le Japon et l'Europe.
À côté du temple, le musée national militaire. Les caméras n'y sont pas les bienvenues. Et pour cause. Dans ce musée d'État, on argumente tant bien que mal les thèses révisionnistes. On insiste sur les souffrances des familles japonaises lorsque les soldats se sacrifiaient sur le front. On idéalise le suicide des kamikazes. Et on fait du Japon une victime de la guerre en insistant sur l'horreur d'Hiroshima. Dans ce musée, on entretient la culture révisionniste du pays. Pas de massacre à Nankin, pas de remords à cultiver pour les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Yoshinori Kobayashi est l'un des dessinateurs de manga les plus connus du pays. C'est aussi le chef de file de la littérature nationaliste et révisionniste. Son dernier livre s'appelle d'ailleurs Yasukuni, et il est totalement consacré à la réécriture de l'histoire japonaise. Sa thèse, la dernière guerre était justifiée, l'armée n'a pas commis d'atrocités, et le Japon n'a donc pas à faire d'excuses. Chaque livre de Yoshinori Kobayashi se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Le musée du Yasukuni, pour moi, ça n'est pas du tout un endroit où on glorifie le militarisme. C'est juste un musée militaire. On peut y lire, par exemple, les testaments des soldats qui savent qu'ils vont mourir à la guerre. C'est un musée où on voit que le Japon est devenu un État moderne. Regardez bien tout ce qui est écrit, vous ne lirez pas que le Japon est un pays hégémonique. Vous ne lirez pas qu'on souhaite rebâtir l'Empire japonais. Non, ce sont juste des témoignages intimes, des gens qui pensent à leur famille, à leur pays. C'est tellement touchant qu'on pleure en lisant ça. C'est incroyable à quel point les gens aiment leur pays, leur terroir, leur famille. Yasukuni, c'est un lieu de recueillement, de mémoire, qui nous permet de réfléchir au sacrifice de tous ces anonymes. Dans ses mangas, Yoshinori Kobayashi exalte notamment le sacrifice, selon lui, volontaire et patriotique des kamikazes, un exemple de la noblesse de l'armée japonaise. On nous compare toujours avec l'Allemagne, qui de son côté aurait fait des excuses pour la guerre. Mais c'est ridicule. D'abord, l'Allemagne ne s'est jamais excusée pour la guerre. L'Allemagne a demandé pardon pour l'Holocauste, ce qu'ils ont fait envers les Juifs. Et c'est tout. Ce n'était pas une guerre entre les Juifs et l'Allemagne, c'était du nettoyage ethnique à l'intérieur de leur propre pays. Ça n'a rien à voir avec le Japon, on n'a jamais fait ça. Le discours de Kobayashi rencontre des millions de lecteurs, mais il n'est pas le seul à occuper le marché du révisionnisme. À la librairie du Yasukuni, des milliers d'ouvrages inspectent chaque détail de l'histoire japonaise pour les réécrire à la gloire de l'Empire du Soleil Levant. Ici, on peut soutenir toutes les thèses. Rien n'interdit de bafouer l'histoire, même de manière caricaturale. Le Japon n'a pas commis de crime de guerre. Il n'y a pas de documents, pas de preuves que le Japon soit coupable d'un crime quelconque. S'il y avait des preuves, alors oui, il faudrait qu'on présente des excuses. Mais rien n'est prouvé. On parle du massacre de Nankin en Chine, mais personne ne peut dire par exemple combien de personnes ont été massacrées. Tant qu'on n'est pas sûr, alors on ne peut pas affirmer que le Japon soit coupable. Cette vision révisionniste de l'histoire, c'est celle que les élèves des écoles de Tokyo découvrent désormais dans leur manuel scolaire. Les responsables de l'enseignement de la capitale japonaise ont en effet choisi le livre écrit par la Tsukurukai, un groupuscule d'enseignants extrémistes pour qui l'histoire ne doit pas se contenter des faits.
Quand on étudie les faits historiques, alors on peut dire que le massacre de Nankin n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, notre recherche scientifique sur Nankin progresse rapidement. Et donc, les faits sont établis de manière de plus en plus précise. Par exemple, on dit que les soldats japonais ont tué 300 000 civils en un mois. Au musée de Nankin, ils ont même marqué ça en gros. Mais on est sûr qu'il n'y avait que 200 000 habitants à Nankin. À Nankin, dans l'ouest de la Chine, le mémorial du massacre est visité chaque année par des centaines de milliers de personnes. On y relate la version chinoise de l'histoire. Quelques archives, quelques photos. À quelques mètres de là, des fouilles archéologiques, le site d'une fosse commune de plusieurs milliers de victimes. Nankin est aujourd'hui une étape obligée dans l'éducation pour le régime chinois. On envoie ici les écoliers et les étudiants de tout le pays pour y apprendre à détester les Japonais. Je suis venu avec notre école qui a organisé la visite. Je suis un jeune communiste, je suis un jeune Chinois. C'est notre devoir de venir ici, de ne pas oublier l'histoire. Oublier, ce serait une trahison. Les statues dans le musée représentent les héros, les survivants du massacre, ceux qui peuvent transmettre la mémoire. Parmi eux, Madame Ni et son bras presque arraché par une balle. Mon bras a été presque arraché. Il ne pouvait plus bouger. Et il traînait à côté de mon corps. C'était en hiver. Je portais un manteau quand j'ai été touchée et le manteau a pris feu. Tout mon bras est brûlé. Il y a encore des cicatrices. J'avais tellement mal. Je hurlais en me roulant par terre. Le sang sortait de ma blessure et de ma bouche. Le sang a beaucoup coulé. Les Japonais sont partis. Et puis après, d'autres sont arrivés. Et cette fois, ils m'ont mis un coup de baïonnette sur la tête. Ils pensaient que j'étais morte. Madame Ni a perdu son père et sa mère dans le massacre. Elle a survécu, handicapée pour le reste de sa vie, une vie de misère pour laquelle elle ne peut pas pardonner aux soldats japonais. Les Japonais ne veulent pas avouer ce qu'ils ont fait à Nankin. On a eu plus de 300 000 victimes dans la ville. Dans chaque famille, il y a eu des morts. Les Japonais sont venus ici pour ce massacre. Dans ma famille, on a eu 8 morts, plus moi, blessés. Ça ne s'est pas passé au Japon, ça s'est passé ici. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avouer. Si tu ne reconnais pas tes fautes, tu n'es pas vertueux. Aujourd'hui, c'est une affaire politique, la manière dont les Japonais regardent leur histoire. S'ils n'avouent pas, je ne leur pardonnerai jamais, jusqu'à la mort. Le livre scolaire de la Tsukurukai a choisi de nier l'ampleur du massacre. Un révisionnisme clairement assumé qui a reçu l'agrément du ministère japonais de l'Éducation nationale. Nous, on rééquilibre l'enseignement de l'histoire au Japon. C'est ça la vérité. Depuis la fin de la guerre, l'éducation est sous le contrôle du syndicat des professeurs japonais. C'est des gauchistes. Ils ont une conception masochiste de l'histoire. Ils sont persuadés que le Japon était un État criminel.
Mon professeur à moi aussi, quand j'étais étudiant, il tenait ce discours. Et moi j'étais jeune, j'étais d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, je pense que le but essentiel de l'enseignement de l'histoire, ce n'est pas l'accumulation de connaissances, c'est de nous faire comprendre à quel point l'histoire est liée avec ce que nous sommes. Le livre écrit par la Tsukurokai et diffusé dans toutes les écoles avec la bénédiction du gouvernement a déclenché une tempête diplomatique. Des manifestations parfois très violentes ont éclaté dans toute l'Asie. Aucune réaction à Tokyo, où l'on parle d'une affaire purement intérieure. Malgré tous ces mouvements de protestation, le Premier ministre japonais continue dans la même voie. Il va au Yasukuni tous les ans. Je trouve ça vraiment désolant, parce que le Yasukuni, c'est le symbole du nationalisme. C'est aussi le lieu où sont inhumés les criminels de guerre condamnés à mort après la Seconde Guerre mondiale. Cela veut dire qu'il continue de ne pas juger leur passé. C'est contradictoire avec les excuses qu'il a tenté de prononcer pour les responsabilités du Japon. Face à ses voisins, le Japon semble être prêt à s'excuser pour leur passé, mais dans le même temps, le Premier ministre se rend au Yasukuni. Cela donne des éléments contraires pour juger de la sincérité de leur politique. La colère de ses voisins s'exprime parfois aussi sur le sol du Japon. Ce jour-là, ce sont les Coréens résidant au Japon qui sont venus manifester. Otawara, au nord de Tokyo, a été la première ville à choisir le manuel scolaire controversé. Car au Japon, les municipalités sont autonomes en matière d'enseignement. Elles peuvent imposer leur programme. Otawara est la première ville à choisir ce livre. Nous sommes ici pour dire que ce genre de livre est une grave menace pour l'avenir du Japon. Pour nous, Coréens, nés et vivant dans ce pays, nous devons protester très fermement, ne pas permettre le révisionnisme japonais. Ces Coréens sont des descendants des travailleurs forcés de la Seconde Guerre mondiale. Des victimes dont le livre d'histoire de la Tsukurokai ne parle pas. Depuis quelques années, le Japon est en train de glisser vers la droite, vers un nouveau sentiment nationaliste. Mais bon, pas tous les Japonais. La plupart ont toujours du bon sens et on espère pouvoir inverser le mouvement. Même si nous sommes très inquiets, c'est vrai, par cette petite minorité. Une petite minorité peut-être. Les Japonais n'aiment pas prendre la parole publiquement sur ces questions qu'ils sentent controversées. Mais lorsque l'on demande aux passants d'Otawara de s'exprimer sur le sujet, certains n'ont pas peur des mots. C'est un très bon livre. Je l'ai lu. Je ne vois pas du tout où sont les passages gênants. Moi, je suis très contente. Enfin, un livre scolaire qui décrit fidèlement l'histoire. Je l'ai lu aussi, et je souhaite que les enfants le lisent. Les enfants d'aujourd'hui sont éduqués dans la culpabilité. Au moins, avec ce livre, on retrouve notre fierté. On comprend que les Japonais ne sont pas historiquement coupables. Avec ce livre, on transmet la fierté de notre pays. Une ruelle du centre de Tokyo en fin de journée. Un groupe de parents d'élèves se réunit presque en clandestinité. Certaines familles japonaises
tentent également de résister au virage nationaliste dans l'enseignement. Ce sont des photos que mon père a prises pendant la guerre. Il était soldat du côté de Shanghai. Ce qu'il disait, c'est que bien sûr tuer ce n'est pas agréable, mais on ne pouvait pas faire autrement. C'était pour défendre le pays, la famille. C'était comme ça qu'il voyait les choses avec son éducation. À l'époque, on pensait que c'était bon pour l'Asie, que c'était bon pour le Japon. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut tomber dans la barbarie si notre éducation dépend d'un livre pareil. Sur cette cassette vidéo, les parents ont enregistré la dernière cérémonie traditionnelle de remise de diplôme dans l'école de leurs enfants. Désormais, il est obligatoire, par règlement municipal, de se lever et de chanter l'hymne national pendant ces cérémonies. La chanson, Kimigayo, était l'hymne des troupes impériales jusqu'à la fin de la guerre. Elle avait été bannie en 1945, mais cette année, dans ce lycée de Tokyo, le directeur a menacé d'appeler la police pour punir ceux qui refusent de se lever et de chanter Kimigayo. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sanctionnent les professeurs qui ne se lèvent pas immédiatement à la levée des couleurs pour chanter l'hymne national. 250 professeurs ont été virés l'année dernière. C'est fou. Dans ce pays, on ne peut plus avoir sa propre opinion sur l'hymne ou sur le drapeau. C'est devenu totalement interdit. On sent désormais un tel contrôle sur l'éducation, un contrôle pour voir comment se développe chaque individu. Et un contrôle pour enfermer l'opinion dans un but politique. Ce pays est en train de créer des gens aux ordres. Ça devient vraiment bizarre ce qui se passe dans l'éducation. Ils sont en train de fabriquer des profs qui ne disent rien, des étudiants qui ne disent rien. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pays? Moi, ça m'inquiète. Je vis ici, j'ai un fils et une fille. Posons la question clairement. Est-ce que le Japon veut repartir en guerre? Parce que si c'est le cas, je n'ai pas envie que mes enfants subissent le sort de nos parents. Je n'ai pas envie que mon fils entre dans l'armée. Je n'ai pas envie que ma fille devienne une femme de réconfort pour les soldats. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans un régime militaire. Aujourd'hui, au Japon, on glorifie la guerre. Je suis vraiment inquiète pour l'avenir de ce pays.
La ville de Tokyo, qui a refusé de s'expliquer, a bien l'intention de poursuivre son programme. 250 professeurs ont déjà été licenciés pour refus de chanter l'hymne. Certains ont porté plainte, mais la grande majorité a décidé de baisser la tête. Pas M. Kurano. Ici, je suis devant le portail du lycée où j'ai enseigné pendant 5 ans. L'année dernière, pendant l'hymne, je suis resté assis 40 secondes. Ça a suffi pour me mettre à la porte. Alors il y a beaucoup d'émotions pour moi ici. On se demande où se dirige le Japon. Si on ne fait rien, ce mouvement nationaliste va définitivement prendre tous les pouvoirs. J'ai presque l'impression qu'on est en train de vivre une révolution dans ce pays. Même dans la vie quotidienne, beaucoup de choses sont en train de changer. Ça commence par l'éducation. C'est toujours par là que commencent les dictatures. C'est déjà ce qui s'était passé avant la guerre. Depuis quelques mois, je donne des cours de mathématiques dans une boîte privée. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai porté plainte contre mon lycée, mais j'attends toujours le jugement. Tout ça a beaucoup changé ma vie. J'étais fonctionnaire à quelques années de la retraite. J'ai été licencié la veille de la dernière rentrée. Ça a fait un choc. 1 an de chômage, je ne retrouverai plus jamais ma vie d'avant. Après leur diplôme, l'équivalent du baccalauréat, les lycéens cherchent à intégrer une université. Voici le campus de Yokosuka sur la côte pacifique, au sud de Tokyo. C'est la journée portes ouvertes. Les jeunes lycéens viennent se renseigner sur les recrutements et ils croisent les étudiants déjà intégrés. Des étudiants en uniforme. Yokosuka est l'université de la défense nationale. À partir de la 2e année, vous irez sur le terrain subir un véritable entraînement militaire. Le Japon est pourtant théoriquement un État pacifiste. Dans sa constitution, imposée après la défaite, l'article 9 interdit l'usage de la force armée. Mais aujourd'hui, le pays possède pourtant le 3e budget militaire du monde. Une force considérable grâce notamment aux équipements américains. La marine la plus puissante du Pacifique est en train de s'équiper de bâtiments très lourds, par exemple 4 petits porte-avions que les Japonais appellent pudiquement porte-hélicoptères. Officiellement, toute cette puissance ne peut être déployée que pour des opérations humanitaires. Un vocabulaire de camouflage, l'armée elle-même a été baptisée force d'autodéfense. Les forces d'autodéfense dépendent de l'agence d'autodéfense, un immense campus en plein cœur de Tokyo, l'héritier rebaptisé du ministère de la Guerre. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les forces d'autodéfense, c'est en fait une armée comme les autres, comme toutes les armées du monde. Si on agresse le Japon, on défendra le pays. Et puis nous avons un rôle international, des opérations de maintien de la paix par exemple.
Bien sûr, nous sommes aussi à Samawa, dans le sud de l'Irak, pour participer à la coalition qui reconstruit le pays. Les pays asiatiques ont toujours la mémoire de la guerre menée par le Japon il y a 60 ans. Mais je peux dire que notre pays ne veut pas redevenir un pays militariste. De plus en plus de jeunes Japonais sont aujourd'hui tentés par une carrière militaire. À Yokosuka, la sélection est désormais très sévère. Dans l'avenir, peut-être qu'il y aura une guerre. Moi, je préfère m'engager que rester un civil impuissant. Notre armée doit s'améliorer et les jeunes sont de plus en plus concernés par la défense du pays. Quelle est la proportion de candidats qui peuvent accéder aux différentes armes? Par exemple, si je désire intégrer l'armée de terre, est-ce qu'il me faut des bons résultats si je ne veux pas finir dans la marine ou dans l'aviation? Le plus demandé, c'est l'aviation. Ensuite, l'armée de terre et la marine en troisième. Donc, vous avez une bonne chance d'être intégré dans les forces terrestres. Mais ce n'est pas garanti, ça dépendra de vos résultats. Mais si vous réussissez bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Si je veux entrer dans cette école, c'est parce que je veux me consacrer à la défense de mon pays. Pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer mon amour pour la patrie. Jusque-là, les jeunes se sentaient très peu concernés par ça. Mais moi, je crois à cette tendance. Quelqu'un doit faire le boulot. Aujourd'hui en Asie, il y a de plus en plus de forces hostiles au Japon. Donc on a envie de mieux se défendre. Et c'est tout à fait normal. Je suis fier que mon fils veuille défendre le Japon. Je suis fier qu'il ait compris ça. Je ne sais pas si l'armée japonaise s'améliore, mais j'espère qu'elle nous protège, même si nous ne voyons pas tous les jours les efforts pour cela. Cette armée, qui n'ose pas dire son nom, va peut-être bientôt s'afficher officiellement. Le gouvernement souhaite modifier l'article 9 de la Constitution, rendre possible à nouveau le recours à la force, même si les pays voisins s'étranglent à nouveau de colère. Un homme a été l'idéologue de ce renversement de doctrine. Shigeru Ishiba, ministre de la Défense et faucon du parti au pouvoir. Aujourd'hui, l'armée américaine est présente sur le sol japonais. Il y a des bases un peu partout. Plus personne n'y fait attention. On a l'impression que c'est normal. Mais enfin, un État indépendant ne peut pas accepter d'avoir en permanence une armée étrangère sur son sol. La France, par exemple, elle ne l'a pas accepté. Le général de Gaulle a fermé les bases américaines. Le Japon ne veut pas repartir en guerre, mais nous souhaitons avoir les mêmes droits que n'importe quel autre pays. Nous pourrons devenir un membre à part entière de la communauté internationale, de l'ONU, avoir un vrai rôle diplomatique. Ne croyez pas que le Japon souhaite redevenir une nation agressive, comme avant. Cette réforme fondamentale pour l'équilibre des forces en Asie ne rencontre que de l'indifférence au Japon. Pratiquement personne ne tente de mobiliser l'opinion publique contre ce projet. Seuls quelques groupuscules s'agitent et depuis quelques mois, la Fédération des associations féministes du Japon. Ça fait 51 ans que ce rassemblement est organisé. Ce sont des survivantes d'Hiroshima qui en sont à l'origine. Il ne faut plus jamais que l'on vive ce genre de tragédie. Chaque année, on change un peu le programme, l'endroit, mais les femmes se rassemblent toujours pour transmettre la paix à la génération suivante. J'ai lu le livre de la Tsukurukai. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a l'impression qu'il n'y a qu'un aspect positif des choses.
Le manuel scolaire passe complètement sous silence le mal que nous avons fait dans les pays asiatiques. Ça me fait de la peine que le gouvernement encourage une telle éducation. Les femmes doivent se sentir responsables face à ce problème, comme face aux autres défis de la société japonaise. Il faut qu'on rassemble la force de toutes les femmes. Quelques banderoles, quelques dessins d'enfants, un rassemblement totalement ignoré par les médias japonais. Pas de quoi remettre en cause la réforme de l'article 9 de la Constitution. On va essayer de se battre. Il faut maintenir la paix. Il faut assurer l'avenir de ce pays. Il faut empêcher qu'on modifie l'article 9. Je sens bien le danger de la situation d'aujourd'hui. On est en train de se donner le droit de refaire la guerre. Quand le Premier ministre va au temple Yasukuni, il oublie les erreurs que notre pays a commises dans le passé. C'est très mauvais pour les relations du Japon avec ses voisins et notre image à travers le monde. L'image du Japon en Asie se dégrade en effet jour après jour. Voici l'île de Tokdo. C'est un caillou inhabitable. Tokdo est contrôlé par la Corée du Sud depuis la fin de la guerre. Personne n'a semblé s'en soucier pendant des décennies, et puis un jour, le gouvernement japonais a décidé de revendiquer l'îlot, de le réclamer à son ancienne colonie, au nom d'arguments juridiques discutables. Pour les Coréens, c'est un affront insupportable par l'ancien occupant. Depuis plusieurs mois, ils sont des milliers à faire un long voyage, 2 jours de mer, pour venir poser le pied symboliquement quelques minutes sur Tokdo. En ce moment, il y a pas mal de disputes entre les Coréens et le Japon à propos de Tokdo. Je suis venu ici avec mon fils par esprit de patriotisme. L'île voisine, étape obligée du voyage, est devenue le centre du patriotisme coréen. Ulongdo, un petit port de pêche, quelques milliers d'habitants, et pratiquement tous les jours, on y entretient l'esprit de résistance face au Japon. Ce matin, c'est un petit événement sportif qui est le prétexte à une cérémonie. On a convoqué les enfants des écoles sous un grand poster de Tokdo. Le soir, sur le port où l'on distribue la pêche du jour, les groupes de prière répètent le même slogan. Il faut repousser l'ennemi japonais. Oui, historiquement, les invasions se sont répétées. Et je suis sûr qu'un jour le Japon voudra à nouveau envahir la Corée, la Chine, la Russie. Mais je crois que nous, les Coréens, nous sommes capables de nous protéger d'une invasion.
la côte de Shimane, tout à fait à l'ouest du Japon. Cette toute jeune association défile régulièrement dans les rues de la ville avec un seul slogan, imposer la souveraineté japonaise sur l'île coréenne de Tokdo, que les Japonais appellent Takeshima. L'île est à plusieurs centaines de kilomètres de là, mais les habitants de Shimane, ville japonaise la plus proche, affirment qu'elle fait partie de leur préfecture. Il vaut mieux faire ça que de ne rien faire. Dans tous les pays, c'est normal de manifester pour ce qu'on croit juste. Au Japon, on était timide là-dessus. Maintenant, il est temps de faire comprendre que Takeshima est un territoire japonais selon le droit international. Aujourd'hui, les Coréens occupent Takeshima. Si on ne fait rien maintenant, ils auront partie gagnée et on ne pourra plus jamais récupérer notre île. Ces manifestants ne sont pas des extrémistes, juste des habitants qui veulent se rendre utiles. On fait des discours dans la rue, devant les supermarchés, les gares. Moi, je suis femme au foyer. Mes 4 enfants sont grands, ils sont indépendants. J'avais envie de m'investir dans quelque chose. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'histoire de ma ville et de sa relation avec Takeshima. Nous sommes tous des citoyens ordinaires ici. Et on cherche simplement à être utile dans la société. Le Japon a colonisé la Corée pendant toute la première moitié du XXe siècle. Cette occupation a fondé l'identité coréenne moderne. Et à Séoul, la nouvelle réclamation territoriale a déclenché de furieuses manifestations. Mais personne ne semble ici se soucier de la portée symbolique de la réclamation japonaise. Shimane avait de nombreuses relations avec la Corée, échanges universitaires, culturels ou économiques. Tout a été sacrifié pour un îlot inhabitable. Depuis quelque temps, les Coréens empêchent les pêcheurs de notre région d'aller travailler autour de Takeshima. Il y a un accord, mais il y a beaucoup de problèmes avec les gardes-côtes. Dans notre province, on a décidé de faire du 22 février le jour de Takeshima, et ça a rendu les Coréens furieux. Avant, nous avions plein d'échanges avec la Corée du Sud, maintenant tout est arrêté. Je suis très déçu, mais j'espère qu'on parviendra quand même un jour à nous comprendre. Quand les Japonais ont commencé à coloniser la Corée, ils ont d'abord inclus Tokdo dans leur territoire. C'était pendant la guerre entre le Japon et la Russie, dont un enjeu était la souveraineté de la Corée. Tokdo est un emplacement militaire stratégique. C'est pour cela qu'ils souhaitaient posséder cette île. Donc pour nous, quand ils réclament à nouveau le contrôle de Tokdo, cela nous ramène au début de la colonisation. Symboliquement, c'est reprendre le même chemin qui a conduit à l'envahissement de toute la Corée. Donc ce n'est pas une dispute territoriale, mais une controverse sur l'histoire. La guerre est terminée depuis 60 ans. Alors, est-ce qu'il faut que l'on continue indéfiniment de culpabiliser? Avec l'éducation qu'ils ont reçue, les enfants de ce pays n'ont pas de sentiment national. Ils ne se sentent pas assez les membres d'une nation, d'une race. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? C'est bien qu'aujourd'hui il y ait des intellectuels pour lancer ce débat. Le patriotisme, ça n'est pas honteux, c'est normal. Il a fallu attendre 1999 pour avoir le droit de chanter à nouveau notre hymne national et utiliser notre drapeau. Y a-t-il dans le monde d'autres pays où l'hymne national a été interdit? Le Japon a été trop faible, trop négligent. Le Japon a décidé de ne plus être faible. Sa marine patrouille sans complexe au large de Takeshima. Il n'y a plus de sujet tabou,
Il n'y a plus de rêves interdits. Dans l'archipel, on croit que les fantômes des morts continuent de vivre invisibles dans le monde des vivants. On croit que les esprits ne meurent jamais et que ce que l'on fait aujourd'hui continue l'œuvre de ceux qui nous ont précédés. Les ombres du passé sont des repères pour l'avenir. À Yokosuka, les cadets de l'armée impériale se forment toujours dans le même pas, dans le même rythme, dans le même costume.